Bonsoir à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers publics aussi qui est là ce soir. On peut applaudir le public. Ouh, Ouais. n'hésitez pas à utiliser le Discord. Oui, Et j'étais là, putain, ouais. vite. Et aujourd'hui, disais-je, on est en janvier, on est je sais plus, le 7 ou le 8. 4, Le 8 on est le 8 janvier, 8 janvier. et il fait froid. Et Oui. avec le froid, souvent vient la maladie, pas vrai, Raph? Oui, tout à fait, je suis maladie. Tu es... Et j'ai mis Raphaël en congé pendant une semaine. Ah, ok, bah enchanté, maladie, t'es le cousin de Raph avec une voix plus grave. Impeccable, oui, voilà. Ouais. Et quelqu'un d'autre qui est malade, mais qui vient quand même à chaque fois, c'est Franck. Comment ça va? Ça va mieux. Ça va mieux? Ok, super, on est content. Et on a également avec nous Manon qui est là ce soir, qui va nous présenter quelque chose d'ici quelques petits instants. Tu n'es pas malade, toi? Non, absence de miasme totale. Absence de miasme total. Et quelqu'un qui a également une absence de miasme total, c'est Clément, je pense. Et oui, bonsoir. Et oui, Enfin, bonjour, ça dépend. Clément, bonsoir. Bah, bienvenue à tous les quatre. Du coup, ça fait plaisir de vous avoir sur ce petit plateau virtuel ou semi-virtuel, hein, parce qu'il y en a certains qui sont là en vrai. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence dès à présent. Donc, tant que Franck est en état de parler, je crois que tu as un petit questionnement pour nous, quelque chose, il me semble. Alors, plus qu'un questionnement, quand je sais pas trop quoi faire, c'est la deuxième fois que je viens, donc je suis pas encore un habitué de la maison, j'ai pas encore de thématique, voilà. Je regarde soit dans le passé, soit dans le futur, donc soit histoire, soit SF. J'aime bien partir là-dedans. Et il s'avère que on est le jour d'enregistrer ce documentaire, ce podcast. Nous sommes le 8 janvier 2024 et il y a un individu qui est assez important dans l'imaginaire collectif européen et qui a eu un vrai impact sur son monde, qui est mort à cette date, il y a de ça 700 ans. Est-ce que vous avez une petite idée de qui c'est? Alors il y en a peut-être qui savent dans l'eau. Moi, Je crois que je l'ai déjà dit. Oui, voilà, tu nous l'as dit. Enfin, je m'en rappelle. Mais du coup, je me rappelle plus Là. qui, mais tu l'as dit. 1300. 1324, du coup. Ouais. 324. Un français? C'est pas un français, Un anglais? pas un anglais. Jamais. Germain. Ça va être compliqué là. C'est pas un germain, Un espagnol, même si c'est pareil. pas un C'est la espagnol. France. L'Espagne n'existe pas encore. Oui. Amérique non plus. Oh, c'est un Si, mais italien. C'est un Italien, Ah effectivement. Un Italien qui est mort il y a 700 ans. Est-ce qu'il peint des trucs? Est-ce qu'il est ne florentin? peint pas. Il n'est pas florentin. Ah. Est-ce qu'il invente des trucs? En tout cas, il n'invente pas au sens de faire des inventions. Et il invente en tant que raconter des bobards, pas tant que ça. Oh. Est-ce qu'il pense? Il pense, mais il est surtout très observateur. Les Italiens, ils aiment bien penser. Ce n'est pas un philosophe. Un naturaliste? C'est pas un naturaliste. C'est plus un homme d'action. Ah, c'est Plutôt un gars de l'armée. C'est pas un militaire. Un Putain. militaire. C'est un politicien? Il a fait de la politique, mais la plus grosse partie de sa politique, il l'a pas fait en Italie. En fait, pour être exact et pour avancer peut-être un petit peu dans ok. l'Orléans, il Oui, ne l'a pas non. fait en Europe. C'est Devant sa carrière politique. Marco Polo. Marco Polo. Ah. Si. Ah. Et oui. Il y a 700 ans, décédé dans la belle ville de Venise, l'un des aventuriers les plus connus, je pense, en Europe, pour la période médiévale, et l'un des rares qui n'est pas affublé en règle générale de l'image de bouillasse permanente qu'on pose sur le Moyen-Âge, cette image de crasse, de boue, et qui au contraire a plutôt cette image de grand aventurier qui va vers les richesses de l'Orient. Et donc comme ça fait 700 ans, puisqu'il est censé être mort, alors on ne sait pas trop si c'est le 8 ou le 9 apparemment, janvier, mais il est censé être mort, donc il y a 700 ans, jour pour jour. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir un peu sur ce qu'il a fait rapidement, pourquoi il est aussi célèbre, et puis peut-être discuter un peu de ce genre de voyage. Alors je précise, je suis pas du tout spécialiste du sujet. J'ai fait de la lecture sur internet sur un sujet qui m'intéresse, voilà. Donc vous prenez le pot de sel comme ça et vous distribuez sur ce que je raconte, parce que ça n'est pas basé sur... Enfin, pas basé sur des sources, si, c'est basé sur quand même une bonne source, mais encore faut-il pouvoir la lire, puisque pour ceux que ça intéresse, sachez que
livre qui a rendu Marco Polo célèbre, Devisement du monde, est disponible sur Internet. Il y en a 2 voire 3 exemplaires de la BNF qui sont directement accessibles depuis la page Wikipédia. Donc vous pouvez aller lire les originaux de Marco Polo, si ça vous intéresse, et si vous savez lire l'ancien français, accessoirement. Et puis l'ancien français écrit à la plume du XIIIe siècle. On adore. Non, c'est trop facile. Voilà, sinon il n'y a pas de difficulté. Donc Marco Polo est né en 1254 à Venise. Il n'apparaît pas dans n'importe quelle famille, puisque son père et son oncle sont déjà des aventuriers explorateurs, on pourrait dire. Officiellement, ils sont des marchands. En réalité, vous allez vous rendre compte si vous vous intéressez un peu à l'histoire de la famille, ils sont plus que ça. Et le commerce n'est pas vraiment leur première source de revenus, semble-t-il. Et donc, quand son père et son oncle vont partir pour l'Asie, profitant sans doute en bonne partie du fait que l'Empire mongol a créé sur quasiment toute l'Asie la Pax Mongolica et a en bonne partie sécurisé certaines routes commerciales, ben ils vont ouvrir un peu un monde qui s'était détaché de l'Occident à la fin de l'Empire romain et auquel il y a eu assez peu de liens. Alors j'ai regardé un peu rapidement pour voir d'où partaient quand même tous ces voyages, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, hein. Marco Polo c'est le plus connu, on en parle aujourd'hui parce que c'est son jour de décès, c'est son anniversaire de décès, mais c'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres explorateurs, y compris français, qui sont partis jusqu'en Chine pour explorer, pour tenter de convertir aussi, pour s'implanter. Hein. Plusieurs missions lancées par le pape pour poser des évêques et des archevêques en Chine. Et tout ça profitant sans doute beaucoup, en tout cas au XIIIe siècle, de l'existence donc de cet empire mongol qui va, dans son extension maximale, de la Corée jusqu'aux frontières de la Pologne, ce qui est pas mal quand même, c'est petit exploit en termes de taille, surtout pour l'époque. Et donc, ce père et cet oncle de Marco Polo font partie de ces grands voyageurs et ils vont revenir en Europe, alors semble-t-il plus ou moins à la demande de la cour mongole qui cherche à obtenir des savants et des représentants entre guillemets de l'Occident, puisque les Mongols sont, contrairement à l'image de barbares qui est parfois popularisée, sont de très friands intellectuels. Ils ont une appétence claire pour les savoirs. Ça ne veut pas dire qu'ils massacrent pas des villes entières et que le fait de leur résister ne vous emmènera pas tous sur le pal. Ça, on a suffisamment de villes qui ont montré que c'était pas des gentils libérateurs. Mais ils ont quand même cette volonté de comprendre le monde dans lequel ils sont, leurs voisins, alors parfois avant de les conquérir, ce qui est une stratégie quand même assez gagnante, et ensuite pour les dominer, pour les diriger. Marco Polo, du coup, en fait, il profite de cette occasion, du fait que son père et son oncle soient rentrés au pays, pour les accompagner dans leur deuxième voyage à destination de l'Orient, et il va vivre une aventure qui va durer 24 ans. Il a 17 ans, donc je vous laisse imaginer, vous, à 17 ans, on vous dit, demain, on part de l'autre côté de la planète, on en a pour à peu près 3 ans de voyage, on va espérer pas mourir en chemin, parce qu'il y a des bandits absolument partout, tout ça dans le peut-être maigre espoir de faire fortune à l'étranger. Let's go. Ça, c'est le vrai rêve. Ah, moi, je Donc- signe à n'importe quel moment. Même là, On est Même là tout de suite. Hein. Surtout là tout de suite. Ouais, j'allais dire surtout maintenant. on est quand même dans un périple, dans un exploit qui de base sort complètement de l'ordinaire. Même si l'idée que certains se font que les gens du Moyen-Âge ne voyagent pas, restent chez eux, bref, regardent leurs voisins avec animosité. Non, les gens bougent, le commerce, même international, il est florissant. Depuis la Grèce antique, depuis en fait les Ptolémées, il y a du commerce entre l'Égypte et l'Inde par bateau. Donc il y a déjà de grandes lignes commerciales, déjà des contacts. Mais la Chine, pour le coup, elle est assez isolée par rapport à toute cette effervescence commerciale, tout ce commerce. Il y a une séparation, et en fait une séparation purement physique. L'Asie centrale est un des territoires les moins hospitaliers sur la planète. Et entre
la grande puissance qu'il y a eu en Occident, qui était l'Empire romain, et la grande puissance des Han, grande puissance chinoise de la même période, eh bien il y a toujours eu un autre empire au milieu, l'Empire Parthe à l'époque, qui ensuite va se décliner en d'autres empires successifs, mais qui regroupe plus ou moins la même région géographique, dont le centre, parfois culturel, parfois politique, est en Iran aujourd'hui, qui bloque un peu cette connexion directe entre les deux mondes, notamment parce qu'ils en profitent commercialement. Si vous êtes l'intermédiaire, vous essayez de faire en sorte que les deux parties ne se rencontrent pas directement, sinon vous ne servez plus à rien. Et d'ailleurs, il me semble qu'un truc que j'avais vu, il y a une bataille qui inclut des Chinois du côté de l'Iran. Un truc complètement invraisemblable quoi, entre deux Alors, c'est peuples. pas les Parthes, c'est un peu sais plus plus tard. comment c'est. C'est lors de la grande expansion musulmane. C'est là où Il y a une armée islamique et une armée chinoise qui vont se rencontrer et se battre. Bon, apparemment, ça n'a pas donné... Enfin, de tête, là, je parle complètement de tête. Parce que je me rappelle, ça n'a pas donné Non. de grandes répercussions parce qu'ils se battent en plein milieu de l'Asie centrale. Et c'est le deuxième truc auquel je voulais justement arriver. Pardon. Non, mais c'est qu'en plus d'avoir une entité politique au milieu qui fait tampon et qui essaye justement de garder la couverture sur soi, il y a le climat et la géographie physique. Les steppes d'Asie centrale, c'est une des régions les plus inhospitalières de la planète. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ce sont de grandes steppes parfois désertiques, des étendues avec très peu de population quand il y a, qui est souvent parfois semi-nomade et qui base une bonne partie de son économie sur le pillage. Quand vous êtes un marchand à dos d'âne, c'est compliqué. Ouais, c'est pas forcément très efficace. YOLO, ça Voilà. se fait. Alors ça, c'est fait, visiblement, hein. Ah, ça c'est fait, Voilà, ça se faisait, mais c'est clair. c'est quand même assez compliqué. D'ailleurs, hein, les polos ne s'y trompent pas non plus, hein, le voyage de retour, ils le feront en bateau, pas à pattes. Mais donc, comme vous êtes de toute façon, pour aller en Chine, obligé de contourner l'Himalaya, plus grande chaîne de montagnes de la planète, hein, comme tout le monde le sait, et que vous êtes obligé de passer par des endroits qui sont soit désertiques, soit où vous êtes harcelé ou contrôlé par d'autres autorités qui veulent pas forcément que vous passiez, ça explique aussi qu'on ait eu assez peu de contact finalement entre deux mondes qui pourtant auraient eu presque tout intérêt à se parler. Parce que les Romains, on le sait, ils ont une très grande appétence de la soie chinoise. Les mystères d'ailleurs et les préciosités, si on peut dire, d'Orient et de Chine vont par la suite énormément intéresser les Européens. Et inversement, les Chinois ont aussi un intérêt pour l'Europe. Il y a beaucoup d'ambassades quand même qui vont être tentées malgré les difficultés. Il y a aussi une question d'ailleurs sur ce départ des polos qui s'est posée en tout cas apparemment, c'est que le rôle de marchand des polos, il n'est pas bien clair. Parce qu'ils semblent pas partir avec une super caravane et énormément de bagages. Ils partent plutôt en petit comité avec 2 moines franciscains qui sont censés servir de diplomates mais qui feront demi-tour quasiment à mi-chemin parce qu'ils entendent parler d'une guerre qui les effraie. Et il y a pas mal de choses qui laissent penser que la famille Polo est plus une famille qui travaille dans ce qu'on pourrait appeler les services spéciaux que dans le commerce. C'est une couverture, le commerce, en fait. Ça explique peut-être aussi pourquoi on a des individus qui sont prêts à faire un trajet aussi démentiel pour l'époque. Bref, après toutes ces élucubrations, notre famille Polo va arriver en Chine, à la cour de Kubilai Khan, 4e empereur mongol, le fondateur de la dynastie des Yuan en Chine, et à ce moment-là, peut-être l'homme le plus influent, le plus important de la planète, puisque comme j'ai dit, il contrôle un empire qui va s'étendre quasiment de la Pologne jusqu'à la Corée, qui fait la concurrence avec l'empire britannique pour le rôle d'empire le plus grand du monde. Eh bien, les Polos vont très bien s'intégrer dans cette cour. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la cour mongole est quand même très intéressée par les étrangers, notamment parce qu'ils peuvent leur rapporter. Et les Mongols ont créé un système de caste dans lequel, si les Mongols sont en premier rang, eh ben les étrangers qui peuvent leur servir de second, de gouverneur, d'enquêteur, sont placés en 2e dans cette catégorie de caste quasiment. Et Marco Polo va devenir très rapidement l'un des enquêteurs officiels du Grand Khan. Une position qui est particulièrement importante et influente. Et en fait, il va vivre durant quasiment un peu moins de 20 ans, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 17 ans,
J'ai un doute, faudra vérifier. Je crois que on est dans ce cadre-là, puisque son trajet dure, totalité du périple dure 24 ans. Il va voir et participer à l'histoire de cet empire mongol et notamment son histoire en Chine au plus près du pouvoir. Il va documenter notamment l'assassinat du premier ministre de Kubilai Khan. Apparemment, d'après une source chinoise, il fait même partie du tribunal chargé d'enquêter sur la cause de l'assassinat. Ah ouais. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué dans le pouvoir. Il va être nommé à un moment donné responsable d'une... en tout cas, alors le problème c'est que la terminologie, entre terminologie chinoise et terminologie française, sur ce que ça représente aussi concrètement, mais il est censé être nommé baron dans une province. Ok. Pas dégueu, même si ça semble plus être le rôle d'un inspecteur général que celui d'un réel chef politique. Ouais. Ça en dit quand même long sur la confiance qu'on lui porte. Et en fait, il va explorer comme ça le monde mongol en Chine pendant toutes ces années. Et quand il reviendra un peu plus tard en Europe, il va écrire son aventure, et il va raconter tout ça. Et en fait, il s'avère que ces aventures, ce qu'il décrit, qui paraissent quasiment merveilleuses, parce que on pourrait se dire qu'à ce stade-là d'aventure, ça tient presque de l'élucubration. Ouais. Enfin, je sais pas ce que comment vous le voyez, mais bon, ça pourrait être un Si, truc si, de fantasy, quoi, en fait, presque. Ouais, si demain il y a un type qui débarque et qui vous dit que il a été inspecteur général du Parti communiste chinois et que Oui. il a été au Xinjiang, qu'il a été en Yunnan, qu'il a été machin, qu'il a été ceci, qu'il a participé à la mort l'enquête de l'assassinat du premier ministre chinois. Bon, vous allez le regarder, vous allez dire oui, bon, certes, mais mytho. voilà, mytho. Donc bon, je vous laisse imaginer au XIIIe siècle. Et ben le pire, c'est que plusieurs personnes qui justement doutaient de la véracité des écrits de Marco Polo se sont penchées sur la question. Et ben il semblerait que Marco Polo nous ait laissé une source qui soit en fait assez fidèle à la réalité et qu'il ait assez peu exagéré ses propres accomplissements. Déjà parce qu'il en parle très peu dans son livre, il parle assez peu de lui-même, il parle beaucoup plus du camp, il se met assez peu en avant. Ce qui renforce aussi un peu, pour moi en tout cas, l'impression d'agent secret, on va dire. Puisqu'il parle plus des événements en eux-mêmes que ce que lui fait dans ces événements-là. Ouais. Ce qui est toujours un peu... Moi je trouve toujours ça un petit peu suspicieux, on va dire. Et en fait, il va raconter tout ça de manière assez proche, et plusieurs personnes, notamment au 19e siècle, vont refaire le trajet Marco Polo, ils vont refaire le même parcours, et ils vont noter les mêmes choses que Marco Polo, et même quasiment de manière parfois ethnographique. C'est apparemment assez impressionnant, que ce soit au niveau de ce qu'on trouve à acheter, à consommer sur place, que des espèces d'arbres qui poussent dans les régions qu'il a visitées, que ce soit sur les mœurs locales. Bref, apparemment, en termes de réalisme, on est très 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 loin de ce que beaucoup d'autres auteurs médiévaux ou antiques font en règle générale quand ils savent pas, c'est-à-dire de la broderie, souvent en longueur tapisserie Bayeux. Là, en l'occurrence, on est sur quelque chose qui semble être très proche de la réalité. Il va donc faire cette espèce de gigantesque travail. Alors, je ne sais même pas comment le décrire, en fait, puisque c'est un cas qui est assez unique, pour moi, en tout cas, je trouve, dans l'histoire. Parce qu'on a une différence de culture à la base qui est quand même assez gigantesque, entre un Vénitien et un empereur mongol sinisé. Et pourtant, on a vraiment l'impression que, dans le récit, il y a un... Alors je dirais pas une complicité quand même, mais il y a une forme de confiance, il y a une forme d'investissement personnel qui est lourd de la part des Polos dans le monde politique mongol. Donc c'est assez impressionnant. Et tout ça, du coup, il va le raconter dans un livre quand il sera rentré à Venise en 1295. Dans un premier temps, il n'écrit pas son texte tout de suite, en fait c'est même pas lui qui va l'écrire, il va le dicter. Et si on a ce texte, c'est en fait parce que lorsque Venise et Gênes se déclarent la guerre un an plus tard, en 96, Marco Polo participe au conflit, fait armer une galère et est fait prisonnier. Et il va finir dans la même prison qu'un écrivain assez connu de l'époque, qui s'appelle Rusticello de Pise, qui était avant principalement connu pour avoir fait des compilations de livres de la table ronde, et qui va s'intéresser très fortement à ce que lui dit Marco Polo. Il va en faire un premier récit en français. Okay. Alors ça, voilà, je sais pas si c'est le genre de choses que par exemple vous saviez, mais les 4 premiers ouvrages de Marco Polo sont en français. C'est pour ça notamment que nous on peut les lire en vieux français du coup à la BNF. Sur la BNF, ouais. C'est ça.
Parce qu'en fait, en tout cas de ce que reprend le texte, et ce que j'avais déjà entendu notamment sur l'excellent reportage sur Ségurant, le chevalier au dragon, que vous pouvez aller voir sur Arte. Excellent reportage sur un chevalier mystérieux de la table ronde. Beaucoup de gens à l'époque écrivent en français, dans un français parfois approximatif, mais en français, et même de manière très large dans tout le monde européen. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément d'orthographe fixe dans les différentes régions, et le français sert de langue basique que l'aristocratie de manière générale comprend. Ouais. Et du coup, c'est bien plus simple pour transmettre un texte de l'écrire dans cette langue-là. Ce livre de Marco Polo, en tout cas, personne ne s'y trompe, puisqu'il va rapidement être traduit dans des langues plus locales, en florentin, en vénitien et en milanais, je crois. Et très rapidement, ensuite, il va se répandre. À peine 50 ans après avoir été écrit, c'est un best-seller. Ah ouais. Ça fait partie des plus grands best-sellers avant l'invention de l'imprimerie. Ok. Donc aux côtés quand même des Chevaliers de la Table Ronde ou de la Légende Dorée. Et c'est un livre qui va rester extrêmement populaire jusqu'à aujourd'hui. On pourrait ne serait-ce que citer la série Marco Polo qui a été réalisée il y a Netflix, ouais, c'est vrai. quelques années. Il y a 10 ans, je crois. Ah oui, Je crois c'est que bien c'est ça. Netflix. Ouais. Alors bon, je Ouais, suis pas ouais, spécialiste du truc. Je pense à Bistodenas, il y avait, je pense, des approximations dans Ouais, toujours. dans Tu l'as vu, l'histoire. J'ai vu la série, oui. J'ai vu la série. Alors Les Chinois C'est- se font rétamer de manière assez ridicule. Mais après, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que le récit de Marco Polo, enfin une partie de ses récits viennent de sa propre personne, qui sont à des endroits incorrects ou enjolivés. Mais c'est la seule aussi source la plus proche qu'on peut avoir. Donc on est vraiment quand même sur un best-seller qui a duré quasiment 700 ans, ce qui est assez fort. C'est un record presque même. D'un autre côté, ce type d'aventure qui soit aussi marquante et dont l'auteur est survécu, finalement on n'en a pas tant que ça. J'ai beau réfléchir, je sais pas si ça vous vient à l'esprit comme ça, mais des personnages qui aient vécu quelque chose d'aussi légendaire. Oh, j'en ai un, moi. Ouais. Casanova. Oui, tout à fait. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent écouter la chronique de Raphaël sur Casanova, l'espion, violoniste, comédien et acteur. Bibliothécaire aussi. Bibliothécaire. C'est vrai que les noms, il y en a pas 20 milliards qui viennent en tête. De ce que apparemment certaines personnes du 18e ou 19e siècle imaginaient, Marco Polo c'était à l'égal des Alexandre le Grand qui avaient quasiment découvert l'Inde. Marco Polo a quasiment découvert la Chine, ce qu'en réalité pas du tout le cas. Mais il y a vraiment cette aura derrière le personnage qui tient quand même bien au fait. Je trouve que les exploits aussi qu'il a accomplis pour l'époque sont quand même assez délirants, je trouve, en termes de C'est badass portée. en vrai. Ouais, non, mais carrément. C'est clair. Ça donnerait presque envie de voir la série Netflix. Du coup. Et oui, il est encore présent bien dans la pop culture, Marco Ouais. Polo. Sachez d'ailleurs aussi que comme moi, si vous avez déjà touché ne serait-ce qu'un peu à Age of Empire, par exemple. Il y a une l'un- campagne Marco Polo. Non, mais l'un des codes triches, c'est Marco Ah. pour révéler la carte en brouillard de guerre et Polo pour la réveiller complètement. Mmh. Ah, l'astuce. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, t'as fait une chronique aussi sur Age of Empire. Ah, ce n'as-tu ne pas sont fait pas des pubs. Sorte de placement de produit là. Moi, j'en profite pour faire des pubs. On est sponsorisé par Raphaël aujourd'hui. Abonnez-vous, mettez le pouce bleu et partagez. Voilà, comme je savais pas trop quoi faire, je me suis dit revenir au moins évoquer ce personnage qui a quand même eu un impact psychologique sur les Européens qui est non négligeable quand même. Parce qu'après ça c'est un peu la question aussi, c'est quel impact a eu Marco Polo sur ensuite les explorateurs comme Vespucci, comme Colomb ou comme Henri du Portugal. Voilà, est-ce que c'est pas en lisant les aventures d'un Marco Polo qu'on se met pas à regarder vers la mer en se disant est-ce que c'est pas possible? D'autant plus qu'à l'époque de Marco Polo, t'as pas encore l'Amérique. Donc du coup, il y a aussi notre monde à Frontières sont découvrir. réduites, et- sont C'est réduites, ça, il y a tellement de aussi, choses quoi. encore qui n'ont pas été révélées, quoi. Ouais. C'est clair. Merci en tout cas, Franck, pour ton intervention sur Marco Polo. Parce que moi, tu dis que tu as survolé, mais Ouais, j'avoue. probable. Oui, non, Voilà, c'était pour, très très. pour 24 années de vie là-bas, mais en vrai, moi j'ai appris plein de trucs quand même, et c'était Pareil. grave ouf. Ça donne envie d'aller approfondir soi-même, d'aller faire des recherches derrière, d'aller regarder la série Netflix, de faire plein de choses. Donc je sais pas si vous voulez rebondir un peu sur Marco Polo ou pas. Le pauvre, on peut pas lui rebondir dessus comme ça. Parce que sinon, lui faire mal, là. vu qu'on parle de pays lointains et étrangers, un peu mystérieux, il me semble que Manon, tu voulais nous parler d'un pays lointain, mystérieux et bizarre. Oui, je vais vous parler d'un transition. pays. Pas mal, hein. Super.
d'un pays, enfin je sais pas si on peut dire pays, pas vraiment je pense. Dans tous ces podcasts, c'est un moment maintenant qu'on fait des chroniques, on a parlé de beaucoup de pays, des pays connus, moins connus, imaginaires, enfouis. Et aujourd'hui, moi j'avais envie de vous parler d'un tout petit endroit. J'espère que vous connaissez pas, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du Sealand? Oui, Oui, Non bien sûr. Quel Oui, chien le Sealand. J'en avais pas Et son entendu coup parler avant d'état. que tu m'en parles. Non plus. Putain Bon voilà, Oui, je chers connais, auditeurs, pour la petite blague, juste avant, je disais « Ah, j'espère que vous connaissez pas la chronique que je vais faire, sinon ça sera vachement moins drôle. Bah, Voilà, bon bref, J'ai je lu connais la moitié tous à pas la connaître. J'ai lu toute la biographie officielle de l'État. Putain, ok, d'accord. Ok, moi je connais deux noms, je connais vite fait, mais alors Il ne va rien apprendre aujourd'hui. il va faire la chronique d'ailleurs. Ok, parce qu'en plus j'allais vous dire que moi j'ai vraiment fait cette chronique à la rage totale et que genre j'ai visité 2 sites dont Wikipédia, donc vous êtes vachement mieux renseignés que moi. Non, pas du tout. On pourra en parler après derrière. Non mais voilà, mais du coup c'est bien parce qu'il y a des trucs que moi j'ai pas trop pigé via les sites que j'ai consultés dans l'urgence, donc peut-être que vous allez pouvoir m'apporter plein de trucs en plus, et à vous aussi chers auditeurs et auditrices. Et sinon il y en a qui connaissaient pas le Sealand. Ah oui, nous Ça dit rien, on non. connaissait pas Craft. Excellent, super. Pouf, au moins ça. Sauvé. Sinon, j'en moi tout de suite. Alors moi, je suis pas du tout une tête en géographie et encore moins en géopolitique, mais je connaissais pas du tout, pour le coup. Mais on parlait tout à l'heure de culture internet, est-ce que c'est via ça que vous connaissez peut-être un peu, les gars? Ouais, Ouais, principalement. oui, j'ai vu des articles popés sur internet. YouTube. Ok. Ouais, Trop de YouTube, temps sur surtout. YouTube. Et bien moi, c'est mon copain François qui m'en a parlé. Merci François si tu passes par là. Merci. Donc pour vous peindre grossièrement le tableau, le Sealand, c'est l'histoire d'un type, Paddy Roy Bates, qui en 1967 a décidé de monter sur une plateforme militaire anglaise qui a été laissée à l'abandon et qui a basiquement planté un drapeau en disant « ça c'est à moi, je suis roi et je vous emmerde ». Ah d'accord. Voilà, long story short. Mais bon, on va quand même rentrer dans les détails un petit peu de cette histoire de ouf. Donc tout commence en fait en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, il y a un bateau de la flotte anglaise qui est nommé Fort Roth, je sais pas comment on le prononce, Fort Roux, en prononciation française très mauvaise, qui N'hésitez est pas à faire un tour pour aller regarder notre épisode spécial prononciation compliquée. bien sûr que je n'ai pas encore C'est monté, mais l'épisode c'est des prévu. pubs. C'est un épisode publicité en fait. Et du coup, notre fort, il est construit au large des côtes de l'Angleterre, sous la forme de ce qu'on appelle un fort Maunsell, je sais pas, pareil, voilà, encore une fois les prononciations de merde. En gros, ces forts-là, c'est des petites tours fortifiées marines qui sont construites au niveau de l'estuaire de la Tamise et de la Mersey. Durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, elles ont pour fonction de protéger le Royaume-Uni contre toute invasion allemande. Jusque-là, plutôt une bonne idée. Oui. La partie basse de Fort Roth, donc celui qui nous intéresse, en fait, elle a été immergée intentionnellement. Et donc aujourd'hui, il reste plus que 2 grosses tours qui sont surmontées d'une plateforme d'environ 550 mètres carrés, qui à la base devait servir à soutenir d'autres élévations, mais qui en fait n'ont jamais été construites. Donc la fonction originelle de ce fort, c'était d'abriter une batterie de lutte anti-aérienne, et en fait, la plateforme a été occupée quand même par 150 à 300 membres de la marine royale pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, après ça, elle servait plus à grand chose, donc en fait, l'armée a abandonné le fort, complètement laissé à l'abandon la plateforme, ainsi que les autres forts Maunsell, à la fin des années 50, et tout le monde a un petit peu oublié leur existence, vaguement. Tout le monde sauf un type, un vétéran de l'armée britannique, donc Paddy Roy Bates, qui entend dire que le Fort Roth, c'est en fait la seule plateforme qui est située dans les eaux territoriales, c'est-à-dire à plus de 5 km des côtes, et qu'en fait, du coup, elle dépend d'aucune législation. Donc en 1966, il se rend sur la plateforme et il commence à y diffuser des émissions de radio pirates, et il faut croire qu'il se prend d'affection pour ce gros bout de métal rouillé, parce qu'après consultation de divers spécialistes en droit, il découvre qu'absolument rien ne l'empêche de réclamer la possession de la structure. Donc le 25 décembre de la même année, il prend ses potes, c'est Noël, il est content, il les fait monter dans son bateau de pêche, et ensemble ils abordent le fort, et ils en prennent possession. Et moins d'1 an plus tard, il s'autoproclame souverain du Sealand. Je vous le demande, pourquoi n'êtes-vous pas en train de faire ça, messieurs? Alors, c'est en réflexion. pas là, mais ailleurs. Alors, ça a l'air parfaitement inoffensif comme ça, parce que c'est assez rigolo, mais je pense que les Anglais, ils ont moyen aimé qu'il y ait un type qui se proclame roi sur leur plateforme militaire à moins de 5 km de leur côte. D'ailleurs, ils ont pris soin de démolir les autres forts au cas où certains autres forts qui étaient trop proches. Voilà, au cas où si ça devait arriver. Il y aurait eu des guerres entre forts après. Non mais attends, tu ne crois pas si bien dire. Ah merde.
Du coup, il y a quand même quelques unités de marine britannique qui sont envoyées là-bas en mode excusez-moi, est-ce que vous pouvez partir s'il vous plaît parce que quand même. Mais bon, à peine ils entrent dans les eaux territoriales, il y a Michael Bates, le fils de Roy, et donc le prince du Sealand, qui tire quelques tirs de sommation tout proches. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est que ça renvoie la marine anglaise à la maison. La mauvaise, c'est que Michael, il est accusé de détention illégale d'armes à feu. Non, mais il est chez lui, donc il a le droit, non? Alors, il est chez lui, mais c'est surtout encore mieux que ça, c'est qu'en fait, la cour est forcée de reconnaître, alors sans pour autant se prononcer sur la souveraineté du Sealand, hein, que le Fort Roth, il est en dehors de la juridiction britannique, en fait, puisqu'il est dans les eaux territoriales. Oui. Donc, en fait, ils doivent renoncer au procès, parce que c'est pas chez eux, donc quand bien même les armes seraient illégales, Les boules totales. c'est pas leur problème. Donc ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Et la vie au Sealand poursuit son petit chemin. Et malgré quelques tentatives d'assaut de bandits et autres voyous qui auraient voulu s'emparer du royaume, et aussi d'approches britanniques, bien sûr, qui sont toujours... les Britanniques sont toujours très très gentiment renvoyés chez eux. Les Bates s'insistent toujours sur le fait que jamais ils feront rien pour nuire au Royaume-Uni, il faut les laisser tranquilles. Et malgré ça, en 1975, grâce à ça plutôt, Roy Bates va présenter la constitution de la principauté de Sealand. Que tu as lu donc. Bravo. Ouais, j'ai des passe-temps bizarres. Non, c'est ok. On est tous là en train de faire des podcasts sur des trucs absurdes, donc on a tous des passe-temps. Du coup, cette constitution, elle est rédigée par son premier ministre, Roy Bates, qui s'appelle Alexander, encore une fois, prononciation approximative, Aschenbach, un Allemand. Ni plus ni moins. Après, je crois que ça dépend véritablement de la juridiction et de l'accent qu'on a par le pays en question. Donc, si ça se trouve, mais vu que c'est dans les eaux territoriales, on va dire que... On peut dire ce qu'on veut. On n'est pas dans les eaux territoriales, justement. Voilà, c'est pas dans les eaux territoriales, pardon. Avec cette constitution arrive un drapeau, une hymne nationale, des timbres, une monnaie, le dollar de Sealand, des passeports, et on a même une devise nationale qui est « From the sea, freedom », donc « depuis la mer, liberté ». Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont pas très nombreux. Ils sont genre 5. Tu vois, quand c'est un aéroport avec ton passeport du Sealand, les gens ils doivent te regarder. Je sais pas si vous avez regardé la photo de la plateforme. Ouais, non, c'est génial. Ça. Une espèce C'est de 15 vieux mètres carrés, le truc. Ah, c'est un loft, hein. Les mecs, ils vivent sur un loft. Au début, quand mon pote m'en a parlé, j'étais là, ah ouais, ça a l'air trop stylé. J'ai regardé la photo, j'étais là, ah, bon, écoute, voilà, chacun sa plateforme. Quoi qu'il en soit, 3 ans plus tard, le premier ministre, donc, Aschenbach, qui avait sûrement bien le seum de pas être roi, et qui surtout voulait empêcher Bates de transformer la plateforme en casino de luxe, il décide de faire un sale coup. C'est là que commencent les incroyables aventures. Un coup d'état sur un truc qui fait... Oui. Vas-y, ok. Donc en fait, le roi et sa femme, à ce moment-là, sont approchés par des marchands de diamants allemands et néerlandais, et ils sont invités en Autriche pour discuter d'une proposition d'accord de business. Mais en fait, quand ils arrivent au rendez-vous, ils trouvent personne, et ils comprennent assez rapidement qu'ils se sont fait niquer la gueule. Voilà. En fait, Aschenbach les a éloignés afin de capturer le prince Michael. Mais bon, ça, à ce moment-là, ils le savent pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de téléphone ni de radio sur le Sealand. J'imagine tellement le taux de criminalité de cette population qui doit être genre à 20%. Non, qui doit être beaucoup plus élevé que ça, du coup, parce que s'ils sont 3 pélos et qu'en fait, ils font tous de la merde, voilà, c'est... 99% de criminalité. Du coup, vu qu'ils peuvent pas joindre leur fils, ils appellent le garde-côtier. Et en fait, le garde-côtier leur dit qu'il a vu un hélicoptère qui a survolé la plateforme et que potentiellement, ça pue la merde. En fait, complètement, le prince Michael s'est fait capturer. Il a été enfermé pendant 3 jours sans eau ni nourriture, et on l'a largué en Hollande sans argent ni passeport. C'est comme ça qu'on fait avec les princes, apparemment. Mais bon, vous l'aurez compris, rien n'arrête les Bates. Et du coup, la petite famille royale, avec sûrement un bagou et un charisme absolument exceptionnel, va arriver à engager des mercenaires, dont un pilote d'hélicoptère qui avait bossé sur des films de James Bond, et ils retournent au Sealand avec un hélicoptère d'assaut. Voilà. Donc, quand même, les mecs ont réussi à se faire procurer un hélicoptère d'assaut, alors que personne ne reconnaît l'existence de leur pays. Mais bon, passons. Donc, ni une ni deux... aux États-Unis. Oui, voilà. USA. Ni une ni deux, Michael descend de l'hélicoptère avec une corde, il tire quelques coups, et en fait, ça fait peur aux envahisseurs, et ils se rendent. Donc, œil pour œil, ils les mettent en captivité en les considérant carrément comme des prisonniers de guerre. Alors après, ils vont finir par renvoyer tout ce beau monde chez lui, mais Aschenbach, notre premier ministre, en fait, c'était quand même le premier ministre, et puis il avait quand même un passeport sealandais, et donc il est jugé pour trahison contre sa patrie et condamné à un emprisonnement à vie.
Alors, ça plaît pas trop à l'Allemagne. L'Allemagne et les Pays-Bas demandent sa libération au gouvernement britannique. Mais du coup, les Britanniques, ils en ont rien à foutre, ils peuvent rien y faire, parce qu'encore une fois, c'est pas chez eux le Sealand. Donc en fait, tout simplement, ils sont obligés de revenir vers le Sealand pour les négociations, et les Allemands vont quand même continuer les négociations jusqu'à ce que Roy Bates, donc le roi, finisse par libérer son Premier ministre, en signalant quand même qu'à partir du moment où t'envoies des diplomates pour négocier, c'est quand même que tu reconnais la légitimité de la principauté. Ouais, de fait, ouais. Bien entendu, l'Allemagne n'a jamais confirmé cette interprétation. Alors cette histoire de putsch, elle pourrait se terminer ici, mais pas du tout, parce qu'en fait, Aschenbach, il a encore plus le seum de s'être fait choper, et du coup, il va en Allemagne et il fonde ce qu'on appelle un gouvernement en exil. Donc en fait, il affirme que c'est à lui qu'appartient le Sealand, vu qu'il a pris la plateforme, mais il peut pas y retourner vu qu'il a été exilé et que maintenant sa vie est menacée s'il retourne là-bas. Et donc il va même aller jusqu'à frapper $1 de Sealand à son effigie à lui. Et donc dans son gouvernement en exil, il a un premier ministre, Johannes Seiger, qui va reprendre le flambeau après lui et qui encore aujourd'hui affirme que c'est lui la seule autorité légitime du gouvernement de Sealand. Ils ont que ça à faire en fait, ces gens. Eh bien oui. Attends, Parce que- c'est génial. Non mais c'est des Ouais, vrais ouais. conflits sociopolitiques sur un morceau de rouille. Ils sont 5, hein, mais c'est. Non, mais- Tu te rappelles des barons au Moyen-Âge qui se disputaient pour un moulin? On est en plein Ouais, non, dedans. on y est, Ah on bah y est, ouais, mais mais là... mais putain, mais personne n'a envie d'y aller sur ce truc. Enfin, moi, j'ai pas envie d'y Et en aller plus, sur c'est ça. moche, quoi. Alors, Mais c'est affreux, y a rien. C'est laid. franchement, oui et non. Ça dépend honnêtement, ça dépend franchement ce que t'en fais. Si le mec avait par exemple fait ce qu'il pensait au départ, c'est-à-dire un casino de luxe, on se serait retrouvé comme dans James Bond avec un casino qui a un micro-état Ouais, en c'est pleine mer. Là, je te laisse Ça aurait imaginer fait un le jeu de méchant scénar. assez stylé, ouais. Ouais, j'avoue. On est Las d'accord qu'en Vegas. termes de scénar de James Bond, il n'y a pas mieux. Oui, oui. C'est Mais c'est pas complètement un devenu scénar ça, de James quoi. Bond. J'ai vu sur Wikipédia qu'apparemment le site internet The Pirate Bay avait peut-être eu l'idée d'acheter à un moment donné la plateforme Tout à fait. au Nouveau Prince. Tout à fait, ouais. Exactement, j'y viens. En 1987, le Royaume-Uni décide d'étendre ses eaux territoriales à 12 000 marins et ainsi, ils englobent le Fort Roth. Mais miroir, le Sealand déboule en mode « Ah non, c'est nous qu'on a fait ça hier !» Donc nous, on a étendu nos eaux territoriales, donc vous êtes dans nos... Enfin, bon, voilà. Manque de chance, hein, les doctrines juridiques du Royaume-Uni font que la plateforme est aujourd'hui bel et bien considérée comme faisant partie du Royaume-Uni et même du comté de l'Essex. Mais pour autant, les Anglais restent étonnamment chill avec la situation, et la politique des Anglais semble d'être de ne rien faire, et de laisser un petit peu le Sealand poursuivre sa petite vie. Ils vont attendre qu'ils meurent tous et puis... J'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc encore une fois, hein, l'histoire de la principauté du Sealand poursuit son cours. En 1999, il y a Roy qui abdique et qui laisse sa place au prince Michael, qui gouverne depuis. En 2006, malheureusement, il y a un incendie qui se déclare sur la plateforme. Je vous laisse imaginer, hein, 500 mètres carrés, Ouais. ça va assez vite. Ce qui oblige les autorités locales à quitter le pays. Et là, donc, on vient à cette histoire de Pirate Bay. Donc, un an plus tard, la presse va annoncer la vente de la plateforme pour 10 millions de livres. Donc, ça a bien été mis en vente par le roi, hein. Mais Michael dit que... Enfin, il met en vente ça, mais il dit rien sur les droits qu'aura le nouveau propriétaire sur la principauté. En gros, il parle pas du tout de céder le pouvoir à qui que ce soit. Il veut juste vendre Ouais, le d'accord. bousin. Et donc, en fait, c'est là que le site The Pirate Bay, donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un site de téléchargement de torrents. Voilà, c'était jadis, un peu. Il va lancer une collecte de fonds pour racheter la plateforme afin d'y placer tout simplement ses serveurs. Mais en fait, la vente échoue parce que Michael, il est en mode excusez-moi, vous êtes des criminels, je ne vous vends pas mon pays. Voilà. Mais bon, quand même, il se dit que c'était pas trop con comme idée et que c'était mieux qu'un casino ou qu'un centre de service de renseignement communiste. Donc en 2010, Michael décide de faire de Sealand un paradis internet extraterritorial. Je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais c'est comme ça que c'était Ok. indiqué. En gros, juste un endroit où il pourrait louer l'espace pour abriter des serveurs informatiques. Alors on se demandait combien de personnes habitaient là-bas. Hein. Depuis 2019, le gardien est le seul habitant de la principauté. Il doit se faire chier comme un énorme rat mort. Oui, c'est la Mais fille, même pas là-bas, quoi. C'est... J'espère qu'il a raccordé la fibre, hein, parce que c'est vraiment quoi. Avec tous ses Ou- serveurs, ou- j'espère quand il a même pas qu'ils lui ont de filé Et là- au moins la 5G, le mec. Là, quand même, c'est assez magique. Ils ont eu 2 fois l'occasion d'avoir un scénario de James Bond. Le premier, c'est avec Casino Royale, et le deuxième, quand même, avec la République Pirate. Ouais. Non mais complètement. La République J'avoue que- Pirate de Sealand, dites-moi pas que ça fait pas rêver. Ça aurait Non, été mais c'est stylé. incroyable. Ça aurait été grave stylé. C'est incroyable, c'est incroyable. En plus, ils ont bossé avec un pilote d'hélico de James Bond, là, tu crois pas qu'ils avaient des contacts, les mecs? C'est vrai, putain.
Alors, Hélicoptère de combat. Quand bien même, malgré toutes ces aventures, et bien que de vrais passeports aient été accordés aux résidents de la principauté, bien que de vrais timbres aient été acceptés par la Belgique sans taxation, malgré toutes les considérations géopolitiques, les procès, les négociations diplomatiques, en fait, qu'une nation des Nations Unies n'a jamais reconnu l'existence de la principauté de Sealand. Elle est donc aujourd'hui ce qu'on appelle une micronation. Donc en fait, c'est une entité territoriale ou extraterritoriale qui est créée par un petit groupe de personnes et qui prétend au statut de nation indépendante, mais qui en fait n'est pas reconnue par les nations officielles. La différence d'une micronation avec un micro-État, comme le Vatican ou l'Andorre par exemple, c'est que eux, ils sont reconnus par les nations officielles. Alors qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît ou qu'on reconnaît pas ? Il y a beaucoup de considérations politiques différentes, ça dépend selon les pays, etc. Il y a beaucoup de zones de flou également, parce que c'est dans les eaux extraterritoriales, etc. Franchement, la page Wikipédia est assez bien référencée, même si elle n'est pas très complète, donc n'hésitez pas à aller fouiner. Moi, je voulais juste vous parler un petit peu de l'existence de ces micronations et surtout de cette histoire de film d'action qui est l'histoire de la principauté du Sealand. Voilà. c'est fou. Merci Après- beaucoup, Manon. Il y a, Vas-y, Il y a Franck, tu vas rajouter des- 3 petits trucs. ouais, il y a des éléments très concrets pour savoir quand est-ce qu'on est un micro-État ou pas. Puisque c'est clairement pas le seul endroit où des gens l'ont tenté. La difficulté pour créer un État, c'est qu'il faut pouvoir disposer d'un territoire, il faut pouvoir disposer d'une représentation diplomatique, et il faut pouvoir le défendre. Basiquement, c'est les 3 prérequis pour pouvoir décréter qu'on a un État. C'est un territoire, une armée / une population, et des gens qui le reconnaissent. C'est pour ça qu'ils y étaient presque, les cons. Et ils y sont presque. Et c'est là où le Sealand est assez impressionnant, parce que techniquement parlant, le Sealand a le potentiel réel pour devenir un État. Plus maintenant, parce qu'avec les serveurs, il n'y a plus la place que personne n'y habite. Mais c'est pas le seul endroit sur la planète, puisqu'il y a quelques très rares endroits dans lesquels il y a des gens qui l'ont testé. Il y a un espace entre l'Égypte et le Soudan. Oui, j'ai lu, ouais. Mais bon, c'est un désert où il fait combien 49 degrés à l'ombre, Merci, en mon sachant qu'il n'y merci. a pas d'ombre, puisqu'il n'y a pas Oui. de végétation, il n'y a pas de vie en fait. C'est l'un des endroits les plus morts de la planète. Vous savez qu'il y a il y a une république qui n'est pas reconnue, mais du côté de la France. Laquelle Oui, il y en a 2 même. La république du Sauget. Oui, Je l'avais vu il y a genre il y en 10 a ans. Quand j'étais gosse, il y avait eu comment ça s'appelle, un reportage. À la base, je crois que c'était un truc pour se marrer. Et en fait, ils sont pas mal quand même, mine de rien. Carrément, il y en a une autre, mais j'ai oublié. République Laquelle libre du c'était Sauget Après- depuis 47. disons que la différence c'est que le Sealand, et il y en a une autre, alors, peut-être juste après si on en discute, mais c'est que le Sealand a vraiment le potentiel réel pour devenir un État. Après, il l'avait. La problématique c'est que la loi internationale a changé, parce qu'il y a eu l'effet Sealand, et il y a eu 2 autres éléments qui se sont passés dans la même temporalité. Le premier, c'est en Italie, un type qui avait créé une espèce d'île artificielle flottante sur lesquelles les gens venaient faire la fête, et qui avait décrété que c'était un pays, un peu à la Golden Globe pour ceux qui connaissent la BD. Et ça a créé un bordel administratif monstre, parce que je vous laisse imaginer globalement une grosse villa flottante qui permet de faire des grosses soirées à genre 2 km de la côte italienne. Il y a un petit souci au niveau législation, tout ce qui est alcool, tout ce qui est voilà. Hein. Il y avait tout un reportage, je sais plus sur quelle chaîne il était le reportage, chaîne de radio. Je sais pas si c'est pas France Inter ou France Culture, sur cette tentative de mini-État un peu dans le même style en Italie, qui pour le coup a été arrêté parce que l'île en question n'existe plus. Et l'autre évidemment, c'est les Spratley en mer de Chine du Sud, qui ont un petit peu le même truc, c'est-à-dire c'est des petits îlots de sable qui sortent pour certains qui sortent de 1 mètre. Hein. Il y a des endroits, c'est vraiment, il y a, tu vois les photos, enfin vous pouvez chercher les photos, hein, il y a un banc de sable qui doit faire 50 mètres de long. Voilà. Je trouve ça trop drôle, franchement. Alors, ça serait drôle si le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, Taïwan et la République populaire de Chine n'avaient pas décidé de se battre pour le contrôle des eaux territoriales qui, du coup, Ouais, moins chill tourne. que les Anglais. un peu beaucoup moins chill, puisque chacune de ces îles est ultra militarisée. En fait, elles sont même connues comme l'un des moments de bétonisation absurde de l'humanité, puisque notamment les Chinois bétonisent au maximum ces îles pour y créer de véritables aérodromes militaires.
juste pour pouvoir établir sa présence dans la région par la force. Oui, coucou, je suis là, barrez-vous. Ouais, et même plus que ça, puisqu'il y a des véritables petits assauts. Il y en avait eu un, je crois, entre Taïwan et... Parce que Taïwan aussi, il y a encore, c'est assez hallucinant, l'un des derniers bastions du nationalisme chinois se trouve sur des bancs de sable en mer de Chine du Sud. La communauté internationale, du coup, a ensuite fait passer un article, je crois, à l'ONU. Après, là, je dis de tête, hein, j'avais vu passer ça en regardant le sujet, qui explique que plus aucune nation ne peut être créée si ce n'est pas un bout de terre existant. Autrement dit, à partir depuis, je sais plus, ça a 10 ans ou 20 ans, on ne peut plus créer un îlot artificiel et décréter, comme Sealand, que c'est un État. C'est plus possible. Donc Sealand a vraiment dans le dernier quart de ce qui est faisable pour créer un État. Le seul autre endroit en dehors du triangle de je ne sais plus comment il s'appelle entre l'Égypte et le Soudan qui est pas vraiment chouette. Mais le deuxième, c'est entre la Croatie et la Serbie. C'est pas si loin de chez nous, parce que la Croatie et la Serbie partagent une frontière le long du Danube, un fleuve qui a changé plusieurs fois de cours le long de son histoire, et ils sont pas d'accord sur la frontière officielle. Les Serbes expliquant que c'est le cours actuel du Danube, les Croates expliquant que c'est l'ancien cours du Danube. Ah, c'est l'histoire du Mont-Saint-Michel avec les Bretons et les Normands. Ouais, c'est ça, avec vachement plus de Slaves énervés. Ouais, c'est ça. Et de Kalachnikov. L'ambiance, c'est pas la même, quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. Bon, les Et du Bretons coup, sont un peu agressifs, mais rien à voir. C'est-à-dire qu'ils sont agressifs, mais ils sont agressifs en demi-sel, donc c'est... Ils sont pas agressifs en 7,52, tu vois. On vous adore, les Bretons, on vous adore. Vraiment. Promis, on mange pas de Bordeaux. Et du coup, il y a une série de bandes de terre entre la Croatie et la Serbie qui, d'après le droit international, n'appartiennent à personne, et donc n'importe qui peut y aller prendre un drapeau. Et c'est ce qu'on fait des mecs, ça s'appelle le Liberland. D'ailleurs, en fait, ils sont pas les seuls, puisque de tête, il y en a aussi plusieurs autres qui avaient fait le même trajet pour aller se prendre en photo avec leur drapeau sur le truc. Le fait étant que personne n'occupant réellement le terrain, puisqu'il s'agit d'une zone de bois marécageux en bord du Danube. Bon, le potentiel économique est pas ouf, hein, surtout à la frontière avec la Serbie. Mais techniquement, si demain vous décidez que vous pétez un câble, ça a été une fois mon cas, j'ai un peu déliré là-dessus. Si vous voulez péter un câble, on peut aller fonder un royaume au bord du Danube. Il y a un terrain sur lequel c'est faisable. C'est ton appel, Franck. Ah mais moi j'ai déjà les camions, les parpaings, tout est chargé. Hein. Là alors vous rigolez, mais du coup j'ai fait des... Après peut-être on peut parler d'autre chose si vous voulez. Mais j'avais fait les calculs, parce que je suis complètement délirant dans ma tête. Donc j'avais fait plein de calculs, et l'enclave en question est un peu plus grande, si je me rappelle, que Gibraltar. Donc techniquement il pourrait y avoir, dans un état comme celui-ci, avec une densité de population similaire, il pourrait quand même avoir un état de près de 30 000 habitants. Ah mais ça va. Ouais, c'est pas mal en vrai. À côté du Sealand, tout paraît... Tout paraît immense, hein, voilà. finalement. Donc c'est assez impressionnant. Moi ça m'impressionne aussi, pareil, qu'il n'y ait aucun milliardaire ou quoi qui se soit dit tiens, je vais aller construire un petit état technocratique. Parce que notre vie est moins fun que dans James Bond, en fait, je pense. Ouais, mais ça, ouais, c'est vrai après qu'aucun milliardaire n'a décidé d'être Batman. Donc. Non, mais puis déjà, au lieu à d'aller partir dans de ce l'espace, moment-là, là, les gars, allez coloniser les trucs qui servent à personne. Bon, après, il y a aussi potentiellement le fait que si demain il y a une ville de 30 000 habitants super riche, parce que bon, pas se mentir, si ça se montait, ce serait forcément plutôt des cadres CSP+, que des immigrants du Bangladesh. Il y a de fortes chances que du coup la Croatie change de point de vue et se dise que finalement... Oui, je pense que c'est peut-être mieux pas y aller, en fait. on va se dire ça. Merci à vous, du coup. Merci à toi, Manon, pour ta chronique. Merci à toi, Franck, pour les informations Oui, merci beaucoup d'avoir complété tout ça. supplémentaires. Moi, je vais sauter un petit peu du coq à l'âne, si je puis dire, puisque je vais parler de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec tout ça. Tu ne trouves pas une petite transition là? À part dans Pas souvent chaud à l'âne ou d'un oiseau à l'âne, tout à fait, ou plutôt de l'âne à un oiseau. Non, justement, la transition elle se fait dans le fait de sauter du coq à l'âne. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un oiseau qui saute. Et les petits qui font à pieds joints là. Oui, c'est ça, ouais, c'est exactement. C'est les gorfous sauteurs. Voilà. Vous allez les voir sur internet, ils ont des têtes de punk. Ils ressemblent beaucoup à l'espèce de manchot dont on a parlé ensemble, Manon, la dernière fois, le gorfou macaroni, je sais pas si tu te souviens de lui. Oui, bien sûr. Voilà, celui qui avait une tête un peu de pilier de bar.
Le Gorfou sauteur, c'est sa version miniature, puisque, pour rappel, le macaroni, il faisait 70 cm, alors que le Gorfou sauteur, lui, il fait entre 40 et 58 cm, avec un poids seulement de Oh, je l'adore 2,3 à déjà. 4,2 exceptionnel. kg. Alors, donc du coup, vous l'avez compris, le Gorfou sauteur, il fait partie du même genre que le Gorfou macaroni et des autres espèces de Gorfou dont on parlera un autre jour, à savoir le genre Oedipt, se caractérise par les petites aigrettes plumes jaunes au-dessus des yeux. Le Gorfou sauteur construit généralement son nid en haut des falaises qu'il grimpe par des séries de petits bonds successifs avec les pattes jointes, d'où son nom du coup de sauteur. Il peut d'ailleurs partager sa colonie avec des albatros ou des cormorans. Moi, je vous invite, quand ce sera fini, à aller sur YouTube et à regarder des vidéos de Gorfou sauteurs en train de faire leur taf. C'est hyper impressionnant parce qu'ils n'ont pas de bras et ils volent pas. Et rien que ça, c'est quand même assez hardcore juste avec les griffes de réussir à grimper sur des putains de falaises. Cette espèce, c'est la plus petite des Gorfous, c'est ce que je disais, et la plus répandue par contre avec une présence sur une quinzaine de sites, îles et régions subarctiques. On dénombre au total près de 3 300 000 couples. Pas mal. Il y a 3 sous-espèces qui existent et qui diffèrent par leur taille et par la longueur des plumes de l'aigrette et le motif de la face inférieure des ailes. Nous avons donc le Oedipt chrysocome ou Gorfou sauteur subantarctique qui est présent dans la Terre du Feu, les îles des États et Cap Horn et Malouine. Lui, il est estimé à 950 000 couples. Puis, Oh. nous avons le Oedipt chrysocome philoli ou Gorfou de Philol, présent dans les îles du Prince-Édouard et de Marion, l'archipel des Crozets, les îles Kerguelen, que vous connaissez, les îles Heard et MacDonald, les îles Gould, Macquarie, Auckland, Campbell, les îles Antipodes, et eux, ils sont estimés à 1 664 000 couples. Et enfin, le dernier petit groupe, c'est les Oedipt chrysocome moselei, Gorfou de Moselei, ou Gorfou de Moseley, pardon, présent dans l'île Tristan da Cunha, l'île Saint-Paul, île Amsterdam, avec 700 000 couples. Voilà. C'est lui qui est le moins nombreux. Alors, comment ça fonctionne, un Gorfou sauteur? Déjà, ils ont des petites colonies, ils sont assez denses quand même malgré tout, parce qu'il y a des centaines de milliers d'individus le long des côtes rocheuses et très accidentées, falaises en bord de mer. Les strings qu'ils laissent sur les parois sont un témoignage de leur ténacité et de leur présence sur les lieux qu'ils ont choisis. Le paysage de ces îles sont très variés, mais le Gorfou est autant à son aise parmi les touffes d'herbe ou la lave des îles nordiques que sur les rochers et la glace flottante que l'on rencontre plus au sud. Pendant une bonne partie de l'année, le Gorfou reste en mer. Il ne revient à terre que pour se reposer, muet ou niché. Étant donné qu'il est très important de maintenir constant sa température interne, il ne vit que dans les zones où la variation annuelle de la température de l'eau est faible. Quand le temps se gâte en hiver, le Gorfou remonte donc vers le nord. Oui, pour rappel, on parle ici de l'hémisphère sud, donc en fait, c'est l'inverse. Pour avoir chaud, vous allez au nord. Et pour avoir froid, vous allez au sud. Les nids sont alors dans une petite cavité peu profonde dans le sol, entourée de petits cailloux et de brindilles et de plumes. 2 œufs sont pondus avec une nette différence de taille entre eux. Les œufs sont coulés par les 2 parents pendant une durée de 32 à 34 jours. Ça marche toujours un petit peu de la même chose, de la même manière, pardon. Le plus petit des œufs survit rarement et il est même parfois écarté du nid avant son éclosion. Les parents s'occupent du poussin pendant 25 jours. Le poussin se regroupe alors en crèche pour se protéger pendant que les parents sont au large pour se nourrir. Après une 60aine de jours, le petit pourra aller en mer chercher sa propre nourriture. Mais attention, il devra attendre l'âge de 3 à 8 ans pour atteindre sa majorité sexuelle. Le Gorfou est un manchot qui est fidèle et restera avec son ou sa partenaire, du moins pour le temps de leur union, et même parfois pendant les années suivantes. Pas le plus fidèle, mais il est quand même un peu. Si la femelle arrive sur un site d'accouplement et que son compagnon de l'année précédente n'est pas là, elle restera avec un mâle présent. Donc vous avez intérêt à être à l'heure, messieurs les manchots. Habile nageur, il peut dépasser les 40 km/h et parvient souvent ainsi à échapper à des prédateurs comme le léopard des mers. Pour gagner la terre, le Gorfou prend de la vitesse sous l'eau, puis jaillit des vagues avant d'atterrir sur les pattes. Il se déplace souvent à pieds joints en utilisant ses ongles pour se cramponner.
vers la fin de la saison de nidification, les adultes environ 5 semaines, tout leur plumage dense et imperméable est renouvelé. Chose que j'ai pas précisé sur les autres chroniques, c'est un moment qui est charnière parce que à partir du moment où votre plumage se change, vous avez intérêt à pas tomber dans l'eau, sinon vous allez mourir de froid. Je rappelle, le putain, j'avais même pas plumage pensé. du manchot, il est fait exprès pour survivre aux températures de l'eau. C'est pour ça que si vous prenez un poussin manchot et que vous le balancez dans l'eau de l'Antarctique, il meurt. Il faut attendre qu'il ait complété entièrement ça meurt. Alors, sachez que le gorfou sauteur, il vit quand même relativement longtemps, entre 15 et 20 ans. Donc je me rends compte que je n'ai même pas décrit. Bon, à part les aigrettes, il a au milieu une espèce d'aigrette noire, ce qui le différencie un peu des autres gorfous. Le dos est noir, bien évidemment, le ventre est blanc. Par contre, il a les pieds roses. Il a également les yeux rouges marron. Il est un peu badass quand même, je trouve. Enfin, il a une tête un peu de méchant, quoi. Tu il a vois, une tête de méchant dans les films quand tu regardes sur internet. Là, il a vraiment la tronche du. Moi, je verrais un peu, tu vois, le sbire un peu foufou d'un méchant. Oui, complètement. Là où le gorfou macaroni, il avait vraiment une tête de poivreau. Attends, on va le rechercher. Attends, vas-y, ouais. Macaroni. La différence, c'est que gorfou macaroni trop drôle. C'est trop. Non, mais quand même, tu vois bien la diff. Hein. Et je pense que donc. Le niveau du bec, c'est même pas pareil. Hein. Et le macaroni, il a un bec qui est très très épais. Alors, le gorfou, je trouve qu'il a un truc un peu plus petit et plus fin. D'ailleurs, on peut avoir les différences de taille de bec. Oui, le bec du gorfou sauteur, c'est 4,5 cm. Alors que le bec du macaroni fait 1 cm de plus. Les ailes du macaroni, c'est 17, alors que les ailes du gorfou, c'est 16,5. Bon, c'est un peu subtil. Mais oui, il y a quand même une assez bonne différence quand même entre les deux. Mais du coup, je me demande quel gorfou est le pingouin dans les aventures de Yubi, le pingouin. Yubi, il faut que tu regardes la tronche de Yubi et que tu essaies de voir sa taille par rapport aux autres manchots et surtout comment sont formées les aigrettes. Mais en fait, je sais pas ce que c'est Yubi comme. Ah, bah c'est peut-être un Adélie du coup, vu qu'il cherche un caillou. Un petit caillou. Le problème, c'est Yubi, le petit pingouin. C'est les aventures de Yubi, le pingouin. Yubi, le petit pingouin, en fait. Non, mais complètement. À chaque chronique, je suis là. Et Yubi, alors C'est clairement un gorfou sauteur. Hein. Tu vois qu'il a c'est noir entre les sourcils. Noir, hein, ouais, il saute. Hein. Moi, je pense que c'est un gorfou sauteur, le pote de Yubi. Ouais. Yubi, il n'existe pas. Il ne ressemble à personne. Hein. Je suis désolé pour les fans de Yubi, le petit pingouin, mais. Ça va, il n'y a que moi, je crois, sur Terre. Si vous êtes fan de Yubi, le petit pingouin, dites-le en commentaire. Voilà. Comme ça, on saura si tu es seul ou pas. Je suis sûr, il y a un subreddit sur Yubi le pingouin, tu peux chercher. Hein. T'auras une commu, hein, il y a Discord. Je vous décris rapidement les poussins qui eux ont une tête et un dos recouverts d'un duvet gris brun, le ventre recouvert d'un duvet blanc. Alors à votre avis, parce que ça fait quand même pas mal de chroniques que je fais, ça mange quoi un gorfou sauteur? Du poisson, j'imagine. Oui, j'aurais dit du poisson. Ouais, mais après, ouais. Peut-être ça mange des petits trucs dans les parois, des saloperies comme ça. Ouais, des crustacés, des. Il faut savoir, c'est que les manchots moule frite. toujours les mêmes choses. Oui, moule frite. C'est soit des petits poissons, soit du krill, soit des petits calmars. Ok, donc ça va pas chercher les coquillages. Voilà. C'est toujours, non, pas trop. C'est toujours un peu la même chose. Et pareil, à votre avis, ça se fait manger par quoi? Le léopard des mers, tu l'as dit. Méchants épaulards de merde. Les épaulards de merde, t'as dit ça? Je dis les méchants épaulards de merde. Ça va être les orques et. Et bah figurez-vous que là il y a des petites astuces. Bon, bien sûr il y a toujours les phoques à fourrure, les phoques léopards, les otaries qui adorent dévorer les adultes. Mais à ça je vais rajouter le requin bleu. Gorfou sauteur est une des proies préférées du requin bleu ou Ionace. Putain, je le dis en latin. Je sais pas comment il faut prononcer en fait. Glauca, Prionas glauca ou Prionace glauca, je sais pas trop. Qui habite tous les océans et toutes les mers du monde dans des latitudes comprises entre 66 degrés nord et 55 degrés sud. Ce requin est caractérisé par sa forme très effilée et par la teinte bleue de la partie supérieure de son corps. Sa taille maximale est de l'ordre de 4 mètres. Et quand vous êtes un gorfou sauteur et que vous voyez ça arriver vers vous, vous avez intérêt à nager vite. Mais c'est pas grave parce que il nage vite. Ça, c'est cool. Il a une bonne tête aussi, le requin bleu. Ouais, il est assez stylé dans mes souvenirs. Attends, je vais le regarder. Il a une très grande sardine. C'est une très grande sardine. En fait, c'est un manchot, tu manges de petites sardines, tu te fais manger par des grandes sardines. Il a une tête vraiment très effilée. Et les poussins, bien sûr, sont la proie, comme toujours, des oiseaux, tout à fait, les skuas, pétrels géants et autres mouettes pour les œufs et les poussins. Même si on verra qu'il y a un petit truc en plus pour la suite, puisque bien évidemment, qui est le prédateur le plus gros pour le gorfou sauteur? C'est l'homme. Les humains, Yes. les humains, ouais. On adore, nous les humains, tuer des animaux, c'est trop bien, ouais. Alors comment on fait le gorfou sauteur?
Attendez. J'aimerais quand même qu'on se pose sur une chose parce Oui. que cette vanne c'était préparé puisque du coup je Non, t'ai non, vu. dans ma tête, j'ai commencé à préparer. Je me suis dit, merde, il faut que j'aille vite récupérer les soundboards. Ouais, je t'ai vu aller chercher les soundboards. Quoi qu'il en soit. Anyway. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espèce est considérée comme étant vulnérable. Il a été constaté que sur certains sites, la population avait globalement baissé de 24% pendant les 30 dernières années, ce qui correspond à 3 générations, puisque souvenez-vous, il vit quand même entre 15 et 20 ans. Si ce déclin venait à être confirmé sur d'autres sites, l'espèce, ou même certaines sous-espèces, pourraient pas tarder à être déclarée comme étant menacée. Les raisons du déclin sont multiples, avec la pêche intensive, des maladies, la présence humaine qui est là pour aller regarder des manchots tout mignons, la réduction de l'espace vital, l'introduction d'espèces animales. Parce que maintenant, sur les îles où il y a des gorfous, on y a mis des rats, des chats, des animaux sauvages comme des renards et des mustélidés qui adorent dévorer les manchots parce que ça court pas vite. Donc, quand t'es un renard ou un chat, bah, tu le bouffes, et quand t'es un renard, tu vas niaquer les œufs. Donc, c'est chouette. Et voilà. Donc là, pour le coup, c'est essentiellement parce qu'on a ramené des trucs sur leur territoire qu'ils sont en train de se faire bouffer petit à petit. Donc, ça fait un petit élément de nouveauté. Gardez bien ça en tête puisque une fois qu'on aura terminé avec les gorfous, on s'attaquera aux manchots qui vivent avec les humains voilà, en Amérique du Sud, en Afrique et en Australie. Donc là, pour le coup, on aura un impact qui sera encore plus grand. Mais je ne veux pas divulguer la suite. Et en tout cas, je voulais vous remercier. Et si vous avez des petites questions sur le gorfou sauteur, surtout, n'hésitez pas. Trop bien, je pense que c'est mon nouveau préféré. C'est ton nouveau préféré? Alors, oui, parce que vraiment, j'ai regardé du coup pendant que tu faisais la chronique Ouais. comment il saute et c'est adorable. il est badass en vrai, je trouve. Les vidéos où il saute depuis la mer endiablée et qui s'agrippe sur la paroi et qu'il retombe après et qu'il recommence. Ouais, puis là, il glisse et tout, et là, oh non, Gorfou, saute! T'as vu un pingouin qui essayait de s'échapper de plusieurs orques et du coup qui est monté dans un bateau d'humains. Ah, d'humain? Ah ouais? Il y a un petit zodiac. Oui, Il y a quelqu'un oui, qui je l'a l'ai vu, chopé cette vidéo. par le dos parce qu'en fait, il avait pas d'aigrette. C'est vraiment. J'y connais rien donc excuse-moi si je blasphème, hein, mais c'était vraiment le petit pingouin de base. Ah, mais ça devait être un Adélie, Ça devait être probablement. Yubi, le pingouin. Yubi, le petit Ah, c'est lui, c'est le seul, c'est lui, hein. le fameux. Bah écoute, Manon, si les gorfous te plaisent, sache qu'on en a plein d'autres encore à faire. Trop bien. Voilà, donc tu pourras être là pour chaque espèce de gorfou. Comme ça, tu pourras choisir le gorfou que tu préfères à la fin. On pourra faire des tests. Quel Gorfou es-tu? Oh ouais. Pitié, faisons-le. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu sautes? Est-ce que tu traînes? Est-ce que tu glisses? Qu'est-ce que tu préfères offrir à ta partenaire? Des cailloux? Des grains d'herbe? Ou alors faire un trou? Putain, pitié, Est-ce que pitié, pour la fin de la saison, faisons-le. Est-ce que Ok, tu ça épiles? marche, on fera Est-ce que ça. tu épiles tes sourcils? Ou est-ce que tu... Es-tu fidèle avec ta partenaire? On va faire ça. Vous savez quoi? C'est un vrai teasing et on va faire ça. J'y passerai le temps qu'il faudra, mais vous aurez un test de quel manchot êtes-vous. Il y aura 18 possibilités. Oui. Oh 10 yes. espèces de manchots, donc il y aura 18 possibilités. Voilà. Bref. Bah, du coup, merci Clément d'avoir été là en touriste. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci à Raphaël j'ai appris d'avoir plein de accepté d'être présent alors que tu es malade Oh bah et en écoutez, souffrance. je pense que si on me demande ce que j'ai écouté ce soir, je dirais c'est l'histoire d'un petit pingouin qui s'appelle Yubi Polo qui a réclamé un petit iceberg dans le sud et qu'il a dit sa terre est à lui quoi. C'est un magnifique Go résumé. Yubi. Et merci du coup à nos deux chroniqueurs qui ont participé aujourd'hui. Merci Manon et Franck, c'était chouette de vous avoir tous les deux. Mais surtout les personnes qu'on aimerait remercier chaleureusement, c'est les auditrices, les auditeurs, tous les gens qui sont là autour de nous. Bah merci à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine parce que la semaine prochaine on va parler de plein de trucs. Il y aura d'autres espèces de manchots. Il y aura, je sais pas ce qu'il y aura, mais il y aura plein de trucs. Donc abonnez-vous, partagez, likez et restez. Ciao, bisous. Ciao. 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 Comme dirait Marco Polo, putain. Marco Polo. Parfait.